cette semaine dans Afrique. Nous partons sur les marchés du Rwanda, où s'empilent des vêtements d'occasion venus des États-Unis au cœur d'une guerre commerciale. Nous nous rendons ensuite à Libreville, où l'urbanisation anarchique menace les zones protégées. Enfin, nous restons au Gabon pour visiter un laboratoire haute sécurité à Franceville qui tente de lutter contre les épidémies d'Ebola dans la sous-région. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Depuis dimanche, 79 corps ont été enterrés dans un champ de Ngar dans le centre du Nigeria après des tueries de masse. Le week-end dernier, une douzaine de villages de l'État du Plateau ont été attaqués par des assaillants armés de kalachnikov et de machettes. Ils ont massacré plus de 200 personnes, mais ce bilan officiel pourrait s'avérer beaucoup plus lourd dans cette région en proie aux affrontements intercommunautaires pour l'accès à la terre. Le chef de l'État zimbabwéen est sorti indemne d'un attentat le week-end dernier en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 30 juillet. L'explosion s'est produite à quelques centimètres de moi, mais ce n'était pas mon heure. Emmerson Mnangagwa a accusé les partisans de l'ancienne première dame, Grace Mugabe, d'être à l'origine de l'explosion d'un engin non identifié à la fin de son discours dans un stade de Bulawayo, faisant 2 morts et une cinquantaine de blessés, dont les 2 vice-présidents du pays. L'attentat n'a toutefois pas été revendiqué. Une attaque à la grenade a fait 2 morts samedi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Des dizaines de milliers de personnes étaient réunies pour écouter un discours du Premier ministre Abiy Ahmed quand une explosion a retenti, faisant 2 morts et plus de 150 blessés dans le mouvement de panique. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son grand rival Riek Machar sont convenus mercredi à Khartoum d'un cessez-le-feu permanent devant entrer en vigueur dans les 72 heures. Un accord qui relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par une guerre dévastatrice. La visite historique, mardi, d'une délégation gouvernementale érythréenne en Éthiopie atteste de l'ouverture du régime éthiopien et de son Premier ministre réformateur. Ce rapprochement est destiné à mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité entre les 2 voisins de la Corne de l'Afrique. L'Érythrée a pris son indépendance de l'Éthiopie en 1993. C'est désormais officiel. Le Premier ministre malgache a annoncé vendredi que les 2 tours de l'élection présidentielle auront lieu les 7 novembre et 19 décembre, mettant fin à des semaines de spéculation sur la date du scrutin sur fond de crise politique. Ici, dans ce marché de la capitale, on vend de la fripe, des vêtements d'occasion. Un secteur qui était très florissant, mais en 2016, le gouvernement rwandais décide de multiplier par 12 les droits de douane pour l'importation des habits d'occasion. Il est difficile de trouver des vêtements de seconde main à revendre. C'est difficile de gagner de l'argent. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait acheter 15 habits et les revendre 20 000. Ça payait la scolarité de nos enfants, leurs habits et leur nourriture. L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements d'occasion dans le monde. L'industrie emploie 350 000 personnes. La majeure partie des fripes viennent des États-Unis. Et pour le président du Rwanda, Paul Kagame, ce marché bloque le développement d'entreprises locales. Le Rwanda a une stratégie clairement d'industrialisation. Et donc de ce point de vue-là, il est tout à fait raisonnable de mettre sur pied une forme de protectionnisme qui pourrait bénéficier à terme à l'industrie locale. Face à l'augmentation des prix des vêtements de seconde main sur le marché, certaines personnes se tournent vers des habits made in Rwanda. Dans le village culturel de Kigali, une vingtaine de stylistes ont ouvert des magasins pour mettre en avant la production locale. Au lieu d'acheter des vêtements d'occasion au même prix, vous pouvez acheter ce qui est fabriqué localement. Ça devient une fierté d'avoir une pièce made in Rwanda dans son placard. Si à long terme le marché local pourrait bénéficier de cette forte taxation, à court terme, les Rwandais qui ont des revenus modestes doivent s'adapter à cette nouvelle donne, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs de vêtements d'occasion. Ce terrain récemment défriché de sa mangrove est désormais inondable et en principe non constructible. Mais dans cette banlieue au nord de Libreville, c'est l'occasion de lancer de nouveaux chantiers.
Des chantiers dangereux qui ne respectent pas toujours les réglementations des zones naturelles semi-protégées. C'est révoltant parce que logiquement, on ne devrait pas être dans une situation où des personnes construisent dans des endroits qui logiquement sont appelés à être inconstructibles. Tout simplement. Là, on a affaire à la situation de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui construisent dans le domaine public. Le Gabon recèle à lui seul la moitié des mangroves du golfe de Guinée. Elles entourent une grande partie de la capitale. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de cette déforestation. La mangrove constitue un écosystème essentiel contre la montée des eaux et pour la préservation de la faune marine. Elle est en train de disparaître à cause de l'urbanisation. Elle est en train de disparaître à cause de la spéculation foncière. Une spéculation foncière et une urbanisation qui grignotent jour après jour les aires protégées de Libreville, ce qui pousse les experts à préconiser une extension de la ville vers l'intérieur des terres, dans des zones moins humides. Aujourd'hui, les gens construisent sur les lits de rivières, les gens détruisent les zones humides telles que les mangroves. Le risque, c'est de subir encore de plus en plus les catastrophes naturelles. Le risque, c'est de se retrouver avec des conflits fonciers. Dans les rues de Libreville, il est désormais fréquent de voir des chantiers abandonnés ou des routes se transformer en rivières. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme pour freiner cette urbanisation anarchique et éviter des inondations à répétition potentiellement catastrophiques. Les manipulations sont délicates. Ces chercheurs préparent des solutions permettant de détecter la présence du virus Ebola. D'ici 24 à 48 heures, ils auront les premiers résultats. Sur le continent africain, seul ce laboratoire et un autre en Afrique du Sud sont capables d'analyser avec une telle précision la présence du virus mortel d'Ebola. Nous avons ici un laboratoire de haute sécurité qui nous permet ici de manipuler des agents infectieux les plus dangereux et qui sont responsables des pathologies les plus mortelles. Au cœur de l'Afrique équatoriale, le Centre international de recherche médicale de Franceville est à la pointe de la recherche contre le sida, le paludisme, le cancer et les maladies tropicales. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ce laboratoire dit de type P4 qui reçoit des échantillons de toute la région. Nous avons mis notre département de virologie, en particulier les unités qui traitent des fièvres hémorragiques de type Ebola, en alerte pour recevoir les échantillons venant donc de la province de l'Équateur où sévit actuellement le virus Ebola en RDC. Outre la recherche, les 90 chercheurs étudient également les chauves-souris qui seraient un réservoir potentiel de transmission du virus Ebola. Il pourrait y avoir une transmission à partir des chauves-souris aux grands singes, via tout ce qui est fruits infectés par la salive souillée, contaminée des chauves-souris. Puis après, il y a l'hypothèse qui avait été avancée aussi d'une possible transmission directe de chauves-souris à l'homme. Mais là, il n'y a qu'un seul fait qui a été rapporté. La consommation de viande de singe ainsi que d'autres animaux de brousse est courante dans les pays d'Afrique centrale, augmentant les risques de contamination. Risque aussi élevé en République démocratique du Congo, où l'on consomme de la chauve-souris. Dans ce pays, Ebola a fait des dizaines de morts ces dernières semaines. Le chanteur anglais Jamiroquai a donné un concert dimanche lors du festival de musique Mawazine Rythme du Monde au Maroc. Créé en 2001, ce festival de 9 jours qui se tient à Rabat lance la saison des festivals musicaux du royaume, dont les plus connus sont le festival de Fès des musiques sacrées et le festival Niaoua d'Essaouira. La Colombie a éliminé le Sénégal de la Coupe du monde de football jeudi.
Les Lions laissent la deuxième place de leur groupe aux Japonais. Les deux équipes affichent 4 points, 4 buts marqués et 4 encaissés, mais le Sénégal a reçu 6 cartons jaunes, contre seulement 4 pour les Samouraïs, qui bénéficient donc de la règle du fair play. Après l'élimination du Nigeria mardi face à l'Argentine, c'est la première fois depuis 1982 qu'aucune équipe africaine n'est représentée en 8e de finale.